On travaille toujours sur la prochaine update. Re-bienvenue à l'Update Third Bridge, c'est encore moi, Virginie, et aujourd'hui, c'est encore le trouble parce que je suis avec Nicolas et Pierre-Étienne, mes collègues. Salut les gars! Salut! Vous allez bien? Vraiment bien. Ouais, toi aussi, PE? Ouais, c'est le temps des fêtes, je suis excité. Je suis vraiment content qu'on tourne l'épisode de Noël. C'est le podcast édition Noël, puis aujourd'hui... 23 degrés dehors. C'est ça, on n'est pas censé le dire. Mais aujourd'hui, pour se faire un petit cadeau, on aborde un sujet d'actualité qu'on avait envie de parler avec vous, de partager avec vous aujourd'hui, qui est le AI. Ça va être un gros... Ça brasse dans le monde de l'AI. Ouais. Exact. Puis, vite, à part de ça. Vite, certain. Fait qu'aujourd'hui, notre petite formule pour aborder le sujet, c'est encore une fois sous forme de questions. La dernière fois, on avait fonctionné sous forme de Q&A, puis on avait bien aimé la formule. Yes. Moi, sous forme d'entrevue entre nous, à un moment donné, on a fait le tour de nos sujets de conversation. Fait qu'on est mieux de se poser quelques questions plus stagées. On se connaît. On se connaît bien, c'est ça. Fait qu'on va se poser quelques questions, puis essayer on peut faire un disclaimer qu'on a des bonnes connaissances en AI, mais que c'est pas nécessairement le core de notre business. On est des intégrateurs. On est des intégrateurs. On va utiliser qu'est-ce qu'il y a out there pour le mettre dans nos projets, for sure. Puis, c'est ça, ça fait pas de nous des experts, mais je sais pas pour vous, mais moi, ma tante puis mes mononcles pensent que je suis un expert en AI parce qu'on fait de la techno chez Third Bridge. Fait qu'ils sont comme, raconte-moi qu'est-ce qui se passe avec l'AI. Qu'est-ce qui va se passer avec notre futur? Puis je suis comme, ça va changer, mais c'est pas tout qui va changer. Là, tu vas avoir une réponse. Va écouter le podcast. C'est ça. Tout est là. PE les appels pendant le podcast, on va s'en passer. Jesus! Do not disturb, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. C'était ta tante qui t'appelait. Elle me dit, là, le AI, là, j'ai lu dans la presse que... Ouais, Ils vont voler ma job. Ils vont voler ma job. Je dis, ma tante, t'inquiète. T'es à retraite. Ils vont pas te voler ta retraite. Fait que pour tous ceux qui auraient cette question-là de si ils vont se faire voler leur job, on va essayer de répondre le mieux possible aujourd'hui. Ouais, du mieux qu'on peut, mais c'est ça. On n'est pas des experts, mais moi, en tout cas, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Oui. On en intègre effectivement. Puis, moi, je lis des livres de science-fiction depuis que je suis tout petit. Fait que je suis extrêmement qualifié pour le podcast. Des livres de Dragon Ball, hein? Dans Dragon Ball. Non, Isaac Asimov quand même. Je le plug tout de suite. Vas-y. Il est né en quelle année? Ah, attends, je vais lire mes notes, tout le monde. Bravo. Je sais, il est mort en 91 parce que c'est là que je suis né. En 92. Là que t'es né. Oui. Il est né en 1920. Tu connais bien tes faits. Wow. Cool. Parfait. Fait Merci, Wikipédia. on se lance, on se mouille. Let's go. Yep. Je lis les questions, puis on y répond du mieux qu'on peut. Première question. Quel changement avez-vous constaté dans vos pratiques professionnelles depuis l'arrivée de ChatGPT? Grosse question. Right. Nick. Moi? Tu sais, d'un point de vue, mettons, programmation, moi, j'en fais plus beaucoup depuis que ChatGPT est là, mais je sais que c'est un outil extrêmement puissant pour aider les programmeurs à sauver du temps sur tout ce qui est des petites tâches de programmation un peu, des fois, plus faciles à faire, mais qui demandaient du temps, là. Je ne vais pas tomber trop technique parce que c'est pas le but du podcast. Mais tu sais, des fois, juste trouver des petites loops ou des petites fonctions rapides, tu peux demander à ChatGPT. Il y a bien des outils très cool là, comme Copilot tu peux intégrer directement dans ton IDE, là, ton environnement de développement, qui peut te donner des suggestions. Beaucoup de questionnements, par contre, dans notre milieu par rapport à ça, de ce temps-ci, sur des craintes par rapport à la confidentialité, la sécurité des données. Est-ce qu'on peut partager ces choses-là? Est-ce qu'il y a même des enjeux de plagiat? Du code que tu devrais pas avoir accès puis que tu as accès. Fait que on a un peu mis ça sur pause en ce moment. Là. Chez nous, le mot d'ordre, c'est tu peux utiliser ChatGPT sans y donner accès à nos informations, mais des fois pour t'aider un peu. Puis on est un peu en questionnement par rapport à quel outil on intègre puis comment on le fait. J'en ai parlé avec bien du monde qui ont des opinions par rapport à des trucs qui sont peut-être plus on-premise ou des trucs que tu peux intégrer dans ta compagnie pour justement éviter le partage de tes données puis de ton code. Surtout nous, là, avec les contre-consignes, le code appartient au client pour qui on le développe. Ouais, c'est ça. Mais moi, personnellement, c'est sûr que je l'utilise beaucoup pour la rédaction de texte. Là. Entre autres, les appels d'offres, c'est quand même pratique. C'est beaucoup de textes plates à écrire. Fait que ChatGPT, pourquoi pas. Est-ce que tu penses que les business doivent écrire une politique claire à propos de ChatGPT? Je pense que oui. Je pense que maintenant, c'est un must. Puis de donner, tu sais, c'est ça, une instruction claire.
Puis une politique claire pour les employés de comment l'utiliser pour justement éviter les enjeux de sécurité puis de confidentialité. Puis... C'est comme tout, right? Quand tu rentres des outils core comme ça dans ta business, il faut que tu mettes des politiques, il faut que tu t'expliques comment tu veux qu'on l'utilise. Puis pour moi, le AI, c'est ça, comme la thématique overall. Puis je pense que c'est un peu l'idée derrière ce mouvement-là, c'est faut que ça l'aide l'humanité. Il faut que ça devienne un outil pour nous, êtres humains, de pouvoir mieux vivre, puis que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre vie personnelle. Ça a ce potentiel-là, mais il faut pas que ça devienne un remplaçant. Il faut que nous, on s'adapte et qu'on l'utilise comme un outil. Fait que c'est un peu comme ça que là, c'est early stage, on l'utilise pour le code, mais les développeurs, il faut qu'ils gardent en tête que c'est un outil puis il faut qu'ils leverage de manière efficace. Oui, évidemment, s'ils l'utilisent pas, ça va faire... Si on l'utilise pas, on va prendre du retard. Oui, tout à fait. Fait qu'il faut qu'on l'utilise, mais il faut qu'on l'utilise bien smart. Puis vu que c'est en pleine évolution, il faut qu'on s'adapte puis qu'on soit capable de réagir rapidement avec c'est quoi notre nouvelle politique, OK, on partage telle information, pas telle autre. Fait que je pense que c'est ça un peu le mindset. Moi, je l'ai pas utilisé autant que je pense son plein potentiel. Là. À date, là, j'ai entendu du monde qui faisait des affaires de fou, admettons, même pour les ventes, sors-moi toutes les compagnies en tel puis tel range, dans telle région géographique, dans un fichier Excel organisé par colonne. Tu peux faire des affaires vraiment cool qui vont te sauver du temps. Ça, c'est 2 jours de travail de recherche plus compilation de recherche. Puis là, en quelques minutes, tu l'as avec ChatGPT. J'ai pas eu à faire ça encore, mais... moi, je trouve ça... Mais c'est une learning curve. Fait que c'est un outil que tu peux juste aller faire des petits trucs rapidement, genre corrige-moi mes fautes d'orthographe, comme tu peux l'utiliser, parce que d'ailleurs, Antidote, ça devient un peu moins mon outil numéro 1. C'est un beau logiciel québécois, mais malheureusement, tu as un ChatGPT qui fait un peu la coche par-dessus. Mais bref, tout ça pour dire que c'est ça, il faut être capable de... s'adapter, j'ai perdu mon fil de... Je pense que ce que tu veux dire, en tout cas, moi, ce que je pense qui est le message important, c'est n'importe quelle entreprise québécoise, faut l'utiliser, faut pas en avoir peur, parce que tu vas te faire dépasser par les autres si tu le laisses de côté. Puis il faut que tu encourages ton équipe à leverage cet outil-là. Puis l'adapter à sa réalité aussi, là, dans le sens qu'il y a des business qui ont des enjeux de confidentialité encore plus grands que nous. Fait que de là, l'importance d'être super clair à l'utilisation possible de ses employés avec ChatGPT. Là, mais tu sais, je pense qu'une base... que moi, ça, c'est mon utilisation classique de ChatGPT, mais genre, Google, c'est presque fini. Là. Si tu as une question, ChatGPT, parce que tu peux tellement être pointilleux dans ce que tu demandes, comme beaucoup de choses que j'ai notées pour ce podcast. Au lieu de googler, c'était comme, donne-moi les impacts directs sur le milieu du travail de la révolution industrielle, par exemple. Puis là, mais juste en marketing, je le vois, là, autant créer du contenu, écrire des articles de blog, fut un temps que c'était très, très, très long. Maintenant, j'arrive avec mes bullet points, puis je suis comme, voici l'article que je vais écrire, ça prend la moitié moins de temps. Après, je fais juste rajouter le ton, m'ajuster. Puis après ça, non seulement je fais ça, puis après, je suis comme, OK, prends cet article-là maintenant, puis optimise-le pour le SEO. C'est tellement du temps qui est sauvé, là, c'est complètement fou. Là. Il fait l'optimisation de SEO? Ouais, c'est cool, ça. C'est très, très cool. Puis mais c'est un peu ça, la learning curve, que je pense que c'était mon idée tantôt. Où est-ce que, comme là, on l'utilise en surface, mais je pense que plus qu'on va l'utiliser, puis c'est un truc qu'il faut qu'on encourage chez nous de... apprenez cet outil-là, parce que c'est core. Il faut qu'on puisse comprendre comment est-ce qu'on est capable de tirer le plein potentiel, plus que juste la surface, là, mais d'aller deep avec cet outil-là qui est vraiment, vraiment puissant. Là. Mais, tu sais, puis là, je vais ouvrir mon sel souvent pendant le podcast que j'ai pris des notes, puis je me rappelle pas de toutes mes stats par cœur, mais une affaire que je trouve intéressante, c'est que déjà dans son état actuel, là, même pas dans le futur, c'est une étude de Goldman Sachs, right, aux États-Unis, qui est la grosse firme qui fait des études, là. Fait de la finance. De la finance, oui. Mais par rapport au AI, dans ce cas-ci, là, le AI, dans sa forme actuelle, pourrait automatiser 25% des tâches, des jobs aux US. Ce qui est quand même fou, ce qui n'est pas le cas, là, parce que c'est pas encore implémenté à 100%, mais ça a quand même du potentiel assez énorme. T'écoutes le CEO de OpenAI, la compagnie qui est derrière ChatGPT, puis son thinking, c'est vraiment, encore une fois, d'outiller, fait que les jobs disparaissent pas, mais que ça soit mieux outillé. Les jobs, par contre, qu'il a flagué, c'est vraiment tout ce qui est customer support. Fait que le service à la clientèle, des choses qui sont un peu plus triviales, où est-ce que c'est une question puis une réponse. Je pense que ça va être une industrie qui va probablement changer, puis que les emplois vont peut-être disparaître-ish. Mais ça, c'est quand je l'écoutais parler, c'était la seule job spécifique qu'il a dit qu'il voyait qu'elle allait pouvoir disparaître.
Ouais, for sure. Ben, là, justement, j'avais d'autres notes, là, mais ça, je m'en rappelle. Mais Parle-nous de tes notes, Nick. oui, c'est une compagnie indienne qui s'appelle Dukan, mais je sais pas si je le prononce clairement mal, là, mais c'est Dukaan. Puis eux, dans le fond, ils ont remplacé leur customer support par un chat de AI, là, un chatbot AI. Puis ils ont été en mesure de se débarrasser de 90% de l'équipe de customer support, ce qui est le genre de use case qui fait vraiment peur là, quand t'entends, mais qui en même temps est un peu aussi excitant pour l'avenir où ils ont sauvé 85% des coûts du customer support, puis ils ont énormément réduit le temps de réponse. Fait que on passe d'un temps de réponse en tout cas selon ce que j'ai vu dans l'article, là, qui était d'à peu près 3 heures, incluant les temps plus morts où tu as de la misère à avoir du staff parce que c'est la nuit ou whatever. Puis juste aussi le temps de réponse d'un humain qu'il faut qu'il aille lire, se renseigner, parler à quelqu'un. C'est ça, de 3 heures à 2 minutes à peu près. OK. Puis je trouve ça excitant parce que le customer support, là, je veux pas avoir l'air condescendant ou quoi que ce soit. Moi, c'est pas un job que j'ai l'impression que ce qui est tant le fun à faire, en tout cas. Puis peut-être qu'il y a des passionnés, puis tant mieux. Là. Je suis pas là pour dire à personne quoi faire, mais je trouve ça quand même encourageant. Puis tu sais, même, on l'a tous vécu là, pendant surtout la pandémie, ça a comme un peu amené ça où t'appelles pour un customer support, t'entends pendant des heures, t'as pas de réponse, ils te réfèrent à d'autres mondes. Finalement, t'as jamais ton cas qui se fait rapper, mais tu sais, si on peut mettre des robots là-dessus, puis on a un meilleur résultat, je pense qu'on est tous gagnants. Là. Mais c'est fou parce qu'il y a des cas comme ça, puis après, il y a des business comme VRBO qui se promouvoient en disant « Ah, vous allez parler à une vraie personne en moins d'une minute. » Genre, puis là, je suis comme... T'as un peu les deux discours. C'est ça. Ouais. Mais c'est comme tout. Je pense qu'il va y avoir du positif. Puis même nous, par exemple, on prend l'angle avec un de nos produits à l'interne, c'est justement de pouvoir outiller les gens qui font le service à la clientèle. Fait que, comment est-ce que tu fais pour avoir la touche humaine mais d'avoir aussi le pouvoir du AI qui vient te supporter puis donner une réponse rapide. C'est l'approche qu'on trouve intéressante chez nous. Puis ouais, fait que tu t'entends plein de discours, tu sais pas trop, les jobs changent. Nous, on croit beaucoup que ça devrait être un outil et non un remplacement d'un emploi. Là. Vraiment. Puis justement, ça nous mène à notre deuxième question parce que là, on est plus overall, mais... les jobs overall, mais si on se penche plus sur le numérique, c'est quoi votre vision de l'impact du AI sur nos jobs à nous? Dans le numérique, ouais. Ben, tu sais, je pense que, tu sais, au niveau du marché du travail, c'est dur de prévoir. Puis là, justement, il y a des jobs comme le customer support qu'on voit déjà qu'il y a une différence. Tu sais, même le marketing évolue. J'en parlais avant le podcast, comme quoi il y a beaucoup du marketing qui est maintenant automatisé avec l'AI dans les systèmes classiques là, de Google, de Facebook, pardon, Meta, qui utilisent le AI pour bien montrer ta pub à qui doit l'avoir. Oh, mais nous, là, qu'est-ce qu'on fait chez Third Bridge? Chez Third Bridge? Ben, je pense que ça va être... En fait, j'ai juste moi qui perds sa job à date. C'est parfait. Super. Okay, Virginie est out. Virginie est éclairée, c'est ça, c'est l'épisode qu'on renvoie Virginie en live. Virginie, peut-être moi aussi. Ben, toi, oui. La vente, je pense que l'AI ferait le meilleur job. Moi, je pense que tout Third Bridge devient du AI. OK. On essaie de ça? Ben, c'est ça. OK, ben, fin du podcast. Parfait. Bonne journée. Joyeux Noël. Mais on pourrait demander au AI de nous faire des podcasts. Fait que de nous écouter parler puis d'en recréer un autre. Ça serait sûrement On meilleur. donne des sujets. C'est sûr. Mais on n'aurait pas les blagues à Nick. Ah non, le AI fait des meilleurs jokes, c'est sûr. Eh oui. Anyway, continue ton idée, je t'ai vraiment coupé. On parlait de chez nous, chez Third Bridge. Oui, ben, ce que je pense qu'il va arriver, puis c'est un peu ça dans tous les domaines pratiquement, là, puis tu en as parlé, mais ça va devenir un outil où est-ce que justement, il faut un peu même réinventer la job d'ingénierie logicielle où est-ce que tu vas commencer à être capable de générer du code pour qu'est-ce qu'on a besoin, puis de plus en plus se fier sur le code que l'AI est fait. J'ai l'impression que ça va devenir peut-être plus une job d'idéation, puis de justement monter la structure, penser à faire vraiment de l'architecture pour le logiciel, mais déléguer le bout de le code plus facile, plus de base. Simple. Ouais, c'est ça, à du AI. Puis que les ingénieurs logiciels, tu sais, on a souvent niaisé avec ça dans nos quand on faisait quand on affichait des posts là. Tu sais, au début c'était comme est-ce que tu utilises bien Google? Je suis vraiment d'accord, ouais. J'ai eu ces réflexions là. Genre, tu sais, c'était un peu est-ce que tu es capable d'utiliser Google parce que c'est sûr qu'il y a plein d'affaires que tu sais pas comment faire, mais quand tu vas commencer à programmer, tu vas aller sur Google, tu vas l'apprendre, puis là tu vas être capable de l'intégrer dans ton projet, mais c'est un peu la même affaire mais par rapport à le AI maintenant. Fait que es-tu capable de donner les bons prompts à ChatGPT pour qu'il te génère le code qu'on a besoin? Puis de bien enligner le développement logiciel vers une architecture qui va être scalable puis fonctionner pour les besoins du client. Tu sais,
l'interprétation des requis d'un client, j'ai l'impression que c'est une job humaine pour vraiment longtemps, tu sais. Versus l'exécution de générer du code plus automatique, ça devrait probablement être délégué à du AI éventuellement. Qu'est-ce qui est stratégie, qu'est-ce qui est justement là, peut-être conception. Mais l'exécution en soi, faut que nos développeurs soient capables de... Tu sais, au final, là, puis je sais pas c'est quoi la timeline, mais il faut qu'on soit capable de leverager pour pouvoir être 10 fois plus productif. Parce que sinon, on va juste prendre du retard, puis on va être la firme qui est 10 fois plus lente que n'importe quelle autre compagnie. Ça marche pas. C'est comme le pire speech de vente. Ouais, c'est ça. Mais c'est des humains. Ouais. C'est des humains, ouais, exact. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Puis justement, je suis allée à l'événement Inbound organisé par HubSpot en septembre dernier. Puis le co-founder de HubSpot, qui est lui aussi un développeur, disait les gens en marketing ou juste les gens en général vont pas perdre leur job à cause du AI, mais ils vont perdre leur job s'ils utilisent pas bien le AI. Ouais, bien dit. Puis j'étais comme... Je me demande s'ils vont commencer à rentrer ça dans les curriculums universitaires. Tu sais, est-ce qu'en tant que développeur, quand tu vas avoir ta formation, ça va être encore la base, encore les trucs qui t'expliquent quand tu commences à programmer, de genre c'est quoi les binaires, puis des trucs vraiment core, ou est-ce qu'ils vont commencer à te dire voici les outils du futur, puis voici comment il faut que tu les utilises? Moi, je pense qu'ils vont continuer de t'apprendre le core. C'est important de savoir d'où on part pour utiliser les outils plus modernes. Je le vois un peu comme la calculatrice. Là, fait que quand la calculatrice est sortie, il y a eu du pushback de la communauté scientifique qui s'inquiétait que ça allait rendre l'humanité plus imbécile parce qu'on aurait pu faire les calculs, les maths à la main. Puis au final, c'est pas ça qui est arrivé. Right? On a poussé les mathématiques beaucoup plus loin grâce à la calculatrice qui sauvait du temps aux mathématiciens puis à tout le monde au final. Par contre, au primaire, au secondaire, tu apprends quand même à faire toutes ces formules mathématiques-là manuellement pour comprendre d'où ça vient. Puis je pense que ça va être ça aussi par rapport à l'éducation maintenant des ingénieurs logiciels, des développeurs. Il va falloir qu'ils apprennent encore le binaire et tout, mais probablement qu'il va y avoir beaucoup du curriculum qui va shifter vers le AI ou comment bien utiliser les outils AI pour mieux programmer. Mais c'est genre une balance, là, ultimement. Comment est-ce que tu fais pour... Tu sais, c'est quoi la pertinence jusqu'à un certain point de comprendre ça, là, genre la base. Puis je suis d'accord avec toi, là, tu sais, est-ce qu'on va être plus stupide à pas apprendre l'origine ou est-ce qu'il faut apprendre absolument l'origine pour pouvoir comprendre? Je sais pas, c'est une bonne... Moi, je suis un fervent, tu sais, dans l'optique d'apprendre d'où tu viens pour comprendre où tu vas, là. Puis je l'ai fait souvent, tu sais, tu m'as vu aller là, réinventer la roue en informatique dans le temps je programmais plus, de comprendre le JavaScript pur avant de me lancer dans un framework comme React. Puis j'ai l'impression que ça va être ça un peu aussi que moi j'encouragerais des jeunes développeurs à faire avant de tout délégué à ChatGPT, fais-le un peu tout seul, puis là, tu comprends ce qui se passe, puis qu'est-ce que tu fais. Là. Mais c'est ça, j'allais dire. Ouais. Je pense qu'on le voit rapidement aussi, quelqu'un qui exécute versus quelqu'un qui comprend réellement qu'est-ce qu'il fait. Là. Oui, certainement. Fait que ça revient un peu à ça. Là. Mm-hmm. Mais c'est intéressant ce que tu dis, puis un peu, tu sais, toi, la question que tu posais, c'est est-ce qu'ils vont intégrer ChatGPT dans l'éducation, je sais pas si c'est toi ou c'est Nick qui posait la question, mais en tout cas... Dans le curriculum, oui. Ouais. Mais, tu sais, c'est un peu comme l'utilisation de Google. Est-ce que c'est enseigné, mettons, à l'école, de genre, ben ça, si tu sais pas ça, tu vas rechercher sur Google. Je sais pas. T'sais. Honnêtement, ça l'était pas. En tout cas, pas que je me rappelle. Ça serait un drôle de move d'un prof, mais... Mais c'est un peu la même chose, dans le fond. Ouais, c'est enseigner la débrouillardise, mais tu sais, Google, admettons, c'est un outil très global pour n'importe quoi, versus ChatGPT, où tu sais, ça aussi, c'est global, mais tu as une version Copilot qui est directement dirigée aux développeurs, qui, je pense, devrait être intégrée dans un cours ou... Ben, je sais pas, tu sais, après... Donne-le, le cours. Si t'étudies pis t'as des... Ouais, je vais faire ça. Non, mais si t'étudies pis t'as des travaux à faire, tu sais, of course, installe Copilot pis... Ben oui, c'est ça. Sauve-toi du temps, tu sais, je pense que... Mais la progression va vite. Fait que aussi, on parle avec l'info qu'on a aujourd'hui, qui est comme un peu, mettons, ChatGPT puis Copilot, c'est les premiers vrais outils AI qu'on utilise. Ça va être quoi dans un an, tu sais? La progression est vraiment rapide, puis l'entraînement de ces modèles-là, c'est de plus en plus poussé, de plus en plus raffiné. Fait que ça, c'est quand même intéressant parce que quand tu regardes un ChatGPT, tu comprends que les modèles sont entraînés avec un set de data qui est choisi par les cofondateurs, par l'équipe de développement, là, en fait, là-bas. Puis, ça va être quoi, mettons, ça va ressembler à quoi le ChatGPT dans 2 ans? Ça va-tu être plus customisé à notre réalité? Est-ce que ça va être la même chose au Canada comme en Inde? Est-ce que ça va être la même chose?
sais, pour différents types de business ou d'industrie, comment qu'on va l'adapter, tu sais, cet outil-là? Puis j'ai de la misère à me projeter aujourd'hui avec un peu ce mindset-là. Ah, c'est sûr que c'est dur. Tu sais, je pense que même... Tu sais, j'ai écouté beaucoup de podcasts, lu beaucoup d'affaires. Il n'y a pas grand monde qui se mouille à essayer de prévoir le futur. Là, non, c'est ça. Par rapport à ces choses-là. Mais en tout cas, moi, par rapport à les jobs puis le milieu du travail, une des choses que j'ai trouvé extrêmement encourageante, c'est... Tu sais, je pense qu'une bonne façon de prévoir le futur, c'est de se baser sur le passé, right? Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé est un bon indicateur. Puis un des arguments que j'ai entendu qui, moi, m'a rassuré, c'est, tu sais, si on regarde toutes les révolutions d'automatisation du marché du travail qui a eu lieu quand même récemment, la révolution industrielle, la révolution informatique, tu sais, il y a une période de stabilisation qu'on est un peu en train de vivre en ce moment, je pense, par rapport au AI, mais le outcome est généralement une augmentation des jobs. Là. Il y a plus de jobs qui se créent que de jobs qui se perdent. Ouais. Puis une augmentation de la qualité de vie puis de la qualité des conditions de travail. C'est de quoi qu'on remarque à chaque fois. Tu sais. Mais mettons, quand tu dis plus de jobs qui se créent que des jobs qui se perdent, est-ce que c'est parce que justement, on est encore dans le volet, on n'est pas sûr, on ne sait pas trop comment ça marche, fait que là, on a besoin d'experts qui nous expliquent comment ça marche, mais on ne perd pas notre monde pour autant? Ben, tu sais, si tu checkes la révolution informatique, je pense qu'on en fait clairement partie, là. Mais il y a des jobs qui se sont perdus. Il y a des jobs qui ont arrêté de se faire parce que le computing power est venu remplacer des humains. Mais t'as toute notre industrie qui existe, là. Tu sais, on n'aurait pas de job si c'était pas cette révolution-là, nous trois, puis ben du monde. Ouais. Mais par rapport au AI, mettons. Mais c'est ça. Puis c'est dur à prédire. Tu sais, je peux pas dire, quel job va se créer par rapport au AI. Là, il y a genre Netflix qui fait des postes ultra genre bien payés pour remplacer même des écrivains pour générer du contenu pour la télé. En intelligence artificielle. Avec de l'intelligence artificielle, ouais. Que c'est des jobs qui sont en train de se créer, puis je pense que là, on est vraiment à tâtons, là, puis c'est dur de prédire, mais je pense qu'il va y avoir des jobs qui vont se créer pareil, puis tu sais, c'est comme on disait, notre métier va remplacer, tu sais, je pense que interpréter les requis pour, si nous, on développe un logiciel, il n'y a pas, peut-être éventuellement le AI, mais ça va être dur à faire versus là, nous, on interprète le requis. Puis tu sais, même comment c'est perçu par un humain, les humains veulent être écoutés par d'autres humains. Fait que tu sais, la vente, la gestion de projet, tu sais, j'ai l'impression que c'est très humain comme nature. Vraiment. Puis après ça, de tu sais, prendre ça, puis d'aller dans un ChatGPT, un Midjourney, genre crée-moi des images pour l'app que je suis en train de designer, par exemple. Là, peut-être un humain qui est capable de bien parler avec la machine puis de faire un genre de final QA de qu'est-ce qui est généré. Ouais, le volet stratégique, je pense, le volet... Création, impact. Tu sais, c'est tous des trucs qui sont vraiment plus stratégiques, moins exécution. On en parlait sur un autre podcast avec Louis-Philippe de Nexus, puis il disait, tu sais, à un moment donné, il faut que tu... Eux, ils ont fait un shift drastique d'une shop de dev à plus une compagnie qui va t'accompagner dans tes problématiques d'affaires ou dans ta transformation numérique. Puis je pense que c'est juste... Ça, c'est un exemple typique de est-ce qu'on est capable de... Où est-ce qu'on crée de la valeur en tant qu'humain? Parce que où est-ce qu'on devient une commodité versus un partenaire stratégique? Puis c'est un peu sur ce clou-là qu'il faut qu'on... Mais nous aussi, on fait ce shift-là. J'ai l'impression que c'est dans notre époque là, de comme arrêter justement de juste être des exécuteurs parce que ça, on délègue ça, puis d'être ultra humain, puis juste qu'est-ce que tu as besoin, comment on augmente, tu sais, comment on crée de la valeur pour ta business. C'est ça qu'on fait maintenant. Là. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant, puis je pense que c'est dans l'ordre aussi de le AI qui commence à automatiser des tâches. Pensez-vous qu'on va devenir plus paresseux? C'est sûr que oui. Je pense que oui. C'est sûr que oui. Ouais, comme avec la calculatrice, justement, c'est un bon exemple tantôt, là, de genre, pour vrai, tu dis, les gens sont pas plus imbéciles pour autant, mais il reste que j'ai de la misère à faire un calcul dans ma tête. Là. 7 fois 4. Go. 28. Quand même. Mais est-ce que... Fais du montage puis coupe, genre, juste le mini délai. T'as l'air d'une machine. Mais comme la rédaction, justement, de trucs, oui. d'articles plus poussés, peu importe, tu mets ça. Ouais. C'est ça. Je pense que c'est vraiment... Ça sauve vraiment du temps. Fait que t'es vraiment plus paresseux d'aller écrire mot par mot qu'est-ce que tu veux dire. Après ça, ce que le AI a pas, c'est comme ta portion jugement. Là, pas, là. Ben, il y en a. La stratégie, vraiment. C'est ça. Fait qu'après, tu sais, moi, je relis ça, je suis comme ça fait pas de sens de dire ça. Mais c'est sûr que, mettons, tu sais, ça fait quoi, même pas un an que j'utilise ChatGPT, peut-être un an. Puis là, tu me dirais réécrire un article from scratch, puis je trouverais ça tough, c'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, la paresse, c'est quand même des fois
une motivation vers l'innovation. Tu sais, je veux moins avoir à faire une tâche plate qui est répétitive. Comment je l'automatise? C'est quand même la source de beaucoup d'innovation. Mais oui. Fait que je pense pas que c'est une mauvaise chose. Puis, tu sais, le milieu du travail a évolué, que je trouve intéressant, tu sais, on travaille moins. Je pense que chaque génération travaille d'une certaine façon moins, ou comme moins physique. Fait que, ça, je trouve encourageant, tu sais. Tout le monde aime ça être en vacances, tout le monde est down pour la semaine de 4 jours, tu sais. Peut-être que le AI est notre, tu sais, porte, qui va nous ouvrir ces portes-là, genre de plus relaxer, plus passer de temps avec nos enfants, plus, tu sais. Je suis vraiment pas contre, là. Puis c'est de la paresse ou juste de l'optimisation de ton temps, là. Vraiment. Mais je pense que c'est notre nature de faire ça. Ouais. Un peu comme dans le livre Brave New World. C'est cette vision-là qui était de genre, l'humain a juste choisi de s'appuyer sur le parcours le plus facile, le plus simple, puis tout était fourni. Tu sais, t'as une version du futur où est-ce que on est bien, on vit notre vie plein potentiel, on a du fun, puis c'est ça que l'humain a le goût de faire ultimement, tu sais, de nature. Fait que, ouais, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait pour les salaires? Tu sais, est-ce qu'on va avoir un genre de salaire universel de base pour tout le monde? Ça, c'est une grosse question que tu soulèves. Ben, puis j'ai pas les réponses, mais c'est quand même intéressant à voir un peu. C'est vrai que c'est très inquiétant, je trouve, pour l'économie, parce que, tu sais, on a besoin des salaires, tu sais, puis au-delà de juste... Tu sais, je trouve qu'il y a un danger pour le capitalisme, là, dans le sens... Ben, en tout cas, moi, une anecdote que je peux raconter que j'ai vécue, puis je nommerai pas personne, parce que ça ne met pas cette personne-là en valeur, mais j'avais une discussion sur l'AI avec un CEO d'une entreprise, puis je mentionnais un peu ce qu'on a déjà mentionné, là, comme quoi j'encourageais l'équipe à l'utiliser, puis que c'est un outil, puis il fallait pas être laissé derrière avec. Puis lui, il dit « Ah ouais, je partage ta vision. D'ailleurs, moi, j'ai réussi à renvoyer 2 personnes grâce à de l'automatisation avec du AI. Genre, j'ai remplacé leur job par le AI, puis il s'en vantait, comme il était fier de ça. Puis c'est là où j'ai eu un flash de comme, OK, il y a un danger pour notre économie, parce que, tu sais, cette personne-là était très bien, très riche. Puis je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec la différence, tu sais, la coupe salariale que ça engendre de whatever, 100 quelques mille par année. Je veux pas y accorder de mauvaises intentions. Peut-être que il l'a investi, puis c'était cool. Peut-être qu'il l'a donné à la charité, mais peut-être aussi qu'il s'est acheté un autre chalet, je sais pas. Puis je trouve que ça, c'est exactement le danger qu'il faut faire attention. Puis c'est probablement pourquoi il y a certaines personnes qui lèvent des flags de comme, faut peut-être mettre une pause, parce que si tu mets ça entre les mains de quelqu'un de purement capitaliste, ben, tu coupes des postes, tu t'en mets plus dans les poches, tu creuses le gap entre les riches et les pauvres. Puis éventuellement, tu sais, à grande échelle, on a besoin de la classe moyenne, on a besoin que les gens payent des taxes. Fait que qu'est-ce qui se passe? Puis là, rentrent les idées comme le Universal Basic Income. J'ai entendu parler aussi d'une taxe robotique, ou je sais pas c'est quoi exactement le terme, là, mais de comme les compagnies qui font ça, qui coupent des postes pour du REER, on les taxe plus. Ou on taxe par poste remplacé, là. Mais c'est vraiment des grosses questions qui pourraient chambouler notre économie. Moi, je suis un optimiste. J'ai l'impression que souvent ces choses-là stabilisent pour un confort généralement global, mais ça pourrait aussi être la fin de l'humanité. Est-ce que ça vous stresse? Joyeux Noël! Virginie, toi, ça te stresse-tu, les AI? Non, pas vraiment jusqu'à maintenant. Oui, quand même. Ben, c'est sûr que pour mon utilisation, j'en fais. Moi, je trouve que c'est un outil vraiment nice. Puis comme on dit depuis tantôt, tant que tu es capable de l'utiliser pour leverage tes compétences à toi, ben après ça, je pense que t'as pas à être inquiet, là. Mm-hmm. Puis après, ben, si on veut répondre à la question ultime qu'on voulait se poser, est-ce qu'on va perdre nos jobs à cause de AI? Non. Mais si on l'utilise pas, quelqu'un qui l'utilise va l'apprendre. Bien dit. C'est quoi le nom de la personne qui t'a dit ça? J'ai oublié son nom, mais je sais que c'est le founder de HubSpot. Anyways. Il est bon. J'espère qu'il écoute. Salut. Eric, c'est un bon guess. Fait qu'on passe à notre 4e question. On y va. Le temps avance, fait qu'on n'a pas le choix on veut pas faire comme la dernière fois qu'on avait oublié toutes les étapes qu'on avait à passer. Fait qu'on passe à la 4e question qui est: pourquoi y a-t-il une inquiétude généralisée par rapport au AI chez les leaders mondiaux? Grosse question. Moi, ça me chicotait beaucoup. Réponds-y. Ben, en fait, moi, c'est comme j'ai dit, je suis très optimiste, puis je voyais ça comme très positif, tu sais, d'automatiser justement des jobs que peut-être je considère personnellement moins intéressantes, genre support à clientèle, ou à la limite, même des robots qui te servent chez McDo. Genre, personne ne devrait avoir à travailler dans une cuisine de McDo, selon moi, mais encore là, c'est mon opinion. Puis peut-être qu'il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. Terrain glissant. Mais en tout cas, je pense que des jobs peut-être que les gens ont moins le goût de faire, plus ingrates, tant mieux si on peut les automatiser. Ils ont plus de difficultés à recruter pour ces postes-là. Aussi. Ouais. Et moi, je veux mon McDo 24 heures sur 24.
Tu comprends? Ça, c'est un enjeu d'ailleurs que les McDo soient plus ouverts 24 heures sur 24. Ben, Mais on fera un autre podcast là-dessus. On a complet sur les fast-foods. Mais tout ça pour dire, j'étais très optimiste par rapport à ça. Puis après ça, tu as eu Elon Musk qui est sorti, on fait un moratoire. Puis je me disais, ben c'est quoi qui vous perçoivent comme des enjeux? Puis là, ben, c'est une grosse question, puis tu peux tomber dans la science-fiction, genre Terminator, de Skynet qui domine le monde, puis la guerre entre les humains et les robots. C'est peut-être un peu too much. Ça se peut aussi, je comprends l'inquiétude, mais il y a aussi juste l'aspect économique que j'ai mentionné, là, de justement si on n'a plus personne qui paye des taxes, perte de job. Je pense qu'on a des questions à se poser, juste comment qu'on gère ça. Puis une des choses que je trouvais très intéressante, j'ai parlé d'Isaac Asimov au début du podcast, mais Isaac Asimov, déjà, depuis vraiment longtemps, comme j'ai dit, il est né en 1920, puis il a rédigé les 3 lois de la robotique en 1942, là, puis je vais les paraphraser parce que je ne me rappelle pas exactement, mais la première, c'est un robot devrait avoir comme ultime but l'intérêt des humains, puis jamais faire mal à un humain. Deuxièmement, un robot devrait toujours sauver un humain à moins qu'il ça implique faire mal à un autre humain. Puis troisièmement, un robot devrait, un intelligence artificielle, on s'entend, là, devrait avoir à cœur sa propre survie, s'auto-préserver, à moins que ça vienne en interférence avec les 2 autres lois, qui est un peu une approche naïve, mais qui est un peu l'inquiétude que les gens ont en ce moment de est-ce que un AI peut nuire à l'humanité parce qu'ils vont devenir plus intelligents que nous rapidement. Ils sont déjà, là. D'ailleurs, c'est un autre fait intéressant que j'ai dans mes notes, mais que je me rappelle par cœur. Le IQ de ChatGPT en ce moment est calculé à 155, ce qui est plus que 99% de l'humanité. Fait que les AI vont être plus intelligents que nous, puis c'est, je pense, une des choses qui fait peur de qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais après ça, c'est quoi l'intelligence? Parce que il y a l'intelligence émotionnelle, il n'y a pas toute la partie empathie, la partie jugement, que ça a beaucoup d'impact sur les performances des humains aussi. Hein. Ben, oui puis non. Je veux dire, admettons que tu prends Midjourney, le AI est capable de créer des peintures qui n'existe pas, là, c'est de la créativité, puis qui va manipuler nos émotions. Tu peux regarder quelque chose que l'AI t'a créé, puis vivre une émotion en tant qu'humain, puis le AI est meilleur que nous à comprendre ça. Nous, c'est très essai-erreur quand, mettons, comme là, on fait un podcast ou whatever, ce que tu crées de contenu créatif, c'est de l'essai-erreur, mais le AI, il est calculé. Là. Fait que si, mettons, il te présente quelque chose, puis il est capable d'analyser ton visage, puis comment tu réagis, il sait comment te manipuler, puis il va devenir excessivement bon à le faire, meilleur que n'importe quel humain va être capable de le faire. C'est les inquiétudes qu'il y a en ce moment de, justement, si le AI est capable de créer du contenu télévisuel, là, ça a un impact énorme sur l'opinion publique, puis juste le mindset de la population. Fait qu'en théorie, il pourrait nous manipuler comme... C'est ça. Puis l'affaire, c'est que tout est calculé. C'est fou de dire que tu es capable de... Je pense qu'ils sont présentement capables de dire tel AI va avoir tel IQ, puis va pouvoir impacter émotionnellement des humains de telle manière. Fait que c'est toute une science qu'on n'avait même pas en tête qui existait, mais ce l'est. Ils sont capables de dire voici le pouvoir quotient intellectuel de cet outil-là, de cet ordinateur-là. C'est un peu débile. Ouais. Et ça nous dépasse. Puis ça aussi, c'est fou de se dire que, genre, on était des homo sapiens. On est des homo sapiens. Puis ça, c'est la catégorie de, genre, être intelligent, mais il y a quelque chose qui est en train de nous dépasser. Fait que c'est quoi notre différence entre un AI puis un humain? Ben là, est-ce qu'on va dans plus le sentiment, genre? Est-ce que c'est les émotions, comme tu dis, genre le quotient émotionnel, que c'est ça qu'on a puis qu'un AI va jamais avoir? Ou pas? Je sais pas. Ben c'est ça. Puis le gros danger, c'est que ce qui caractérise beaucoup des animaux, c'est le sentiment justement de préservation de je veux pas mourir, je veux pas me faire mal. Puis ce qui est dangereux, c'est si un AI a ça, ce qu'il devrait avoir. Il y a de la valeur à ce qu'un AI veulent pas mourir puis veulent se préserver. Par exemple, s'il est dans un serveur, puis là, il arrive de quoi physique au serveur, ben, qu'il se télécharge dans un autre serveur pour se maintenir, ça a beaucoup de valeur. T'sais. Par contre, le danger avec ça, ça, c'est genre Étienne, un de nos collègues qui nous a partagé cet article-là, là, que je trouve quand même drôle, là, c'est le paperclip paradoxe. Là. C'est, grosso modo, n'importe quel problème que tu présentes à un AI, la solution pourrait toujours être tuer l'humanité. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais dans le sens, puis ça, c'est le scénario du film Terminator, là, d'ailleurs, de comme, préserve la sécurité sur Terre. Puis là, lui, il se dit, OK, moi, je préserve la sécurité sur Terre, le AI, mettons, là, je suis ce qui est le plus grand
c'est ce qui a le plus d'impact là-dessus. Qu'est-ce qui est mon plus grand danger? Ben, les humains, parce que c'est juste les humains qui peuvent le déconnecter ou mettre fin à sa vie. Fait que là, s'il veut se préserver, ben, il tue l'humanité puis là, il se préserve. C'est toujours un peu le paradoxe, puis c'est le danger de pourquoi on veut s'assurer qu'il y a un genre de sens éthique qui est préserve l'humanité avant toute chose. Ouais. Mais là, je tombe dans la grosse science-fiction. Ouais, on est rendu Mais loin, est-ce qu'il y a même une inquiétude au niveau de juste l'utilisation de cet outil-là? T'sais, Aussi, ouais. parce que là, tu vas avoir des gens qui ont tout de suite été vers des pensées noires de genre, comment est-ce que je fais pour Ouais, il va hacker une tuer banque. plus de personnes puis- avec $1, quelque chose de même. Puis c'est pas là qu'on va aller, c'est beaucoup plus sur du positif, puis du... Comment est-ce qu'on fait du bien, puis on augmente l'amour sur le genre dans le monde, dans l'humanité. Puis ça aussi, c'est les guardrails de ces compagnies-là. Ils sont tellement jeunes, c'est tellement nouveau que les gouvernements sont pas là pour faire de la réglementation encore. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un genre de open letter qui était comme hey, on fait pause, puis on essaie de contrôler un peu tout ça, mettre des guardrails, puis c'est pas tout le monde qui va avoir des bonnes intentions. T'sais, peut-être que OpenAI, eux, ils ont les intentions 100% positives puis pures, mais là, t'as le commerce qui rentre là-dedans, t'as Microsoft qui commence à être actionnaire, qui est un actionnaire majoritaire là-dedans. Eux, ils veulent faire du profit. Fait que, tu sais, est-ce que du profit, c'est tout le temps aligné avec créer du positif dans l'humanité, ou est-ce que c'est juste puis positif-négatif? Je sais pas. Ben, c'est un peu weird. C'est vraiment inquiétant, parce que c'est n'importe quel outil puissant que tu vas mettre entre les mains de l'humanité, ben tu peux être garanti qu'il y a un pourcentage qui va avoir des mauvaises intentions. Fait que là, tu viens de mettre l'outil le plus puissant que l'humain a jamais connu entre les mains de potentiellement du monde mal intentionné. L'autre argument que j'avais entendu, c'est que, tu sais, mettons, j'ai parlé des 3 lois de la robotique de Isaac Asimov, puis c'est intéressant, mais c'est vraiment naïf, je pense, là. Puis il a fait ça en 42, là, on s'entend, là. C'est normal, mais je veux pas blâmer Isaac. Je l'aime, Isaac. C'est bon ce qu'il écrit. On comprend ça depuis le début du podcast que tu l'aimes. Parce que tu l'aimes. J'avais peur qu'il écoute. Mais une des choses qui est inquiétante, c'est que tu dis, admettons que la règle, c'est préserver les intérêts de l'humanité, mais tu sais, les intérêts du Canada, c'est pas les mêmes que les intérêts de la Chine, c'est pas les mêmes. Fait que c'est dur à généraliser puis à programmer dans un robot de comme les intérêts de l'humain. C'est très vague. Ben, c'est ça. Tu peux comparer à genre je sais pas quel podcast que j'écoutais, mais il parlait de l'industrie du clonage. Que c'est une grosse business, là. Genre, il y a plein d'argent à faire là-dedans, puis il y a plein d'avantages peut-être pour certains pays à le faire. Puis les biologistes, entre eux, se sont dit, genre, c'est pas une bonne direction pour l'humanité. Si on va là-dedans, on va commencer à jouer avec des trucs qu'on devrait pas jouer. Puis, tu sais, t'as même les Américains qui ont dit, OK, nous, on le fait pas. Puis ils se disaient peut-être que la Chine va continuer, puis eux vont le faire. Puis même la Chine, ils ont pris la décision de se dire, on le fait pas parce que c'est too much. C'est pas pour le mieux de l'humanité. Puis c'est peut-être ça aussi, tu sais, avec le open letter, c'est de se dire comme, hey, on prend pause, puis peut-être que la décision, c'est pas la bonne direction pour nous, puis on va trop loin. Ben, ça revient à l'intelligence émotionnelle de l'humain, là, de genre, à un moment donné, t'es capable de faire... Puis je comprends que le gros bon sens, c'est pas le même pour tout le monde, mais reste qu'après, t'es capable d'avoir une certaine... Ce qui est tricky, je trouve, avec l'AI, c'est que, tu sais, c'est enclenché, peu importe ce qu'ils disent, peu importe le moratoire. Tu sais, le cloning, j'ai l'impression que c'est quand même une certaine élite scientifique qui a accès à ça, puis que tu peux quand même mettre un frein, mais le AI, c'est out there, là, c'est genre du open source, puis tu peux... Mais oui, puis non, ceux qui contrôlent ça, c'est des milliers de personnes sur la planète. Des milliers, fait que pas des millions, là, sur une planète qui a des milliards de personnes. Fait que c'est quelques milliers de personnes qui sont en train de contrôler. C'est des projets open source que n'importe qui peut commencer à jouer dedans aussi. Hein. Mais non. Le AI? Ouais. Ben, quand même. Mais genre, OpenAI, c'est pas tant open. T'as des API, tu peux faire des trucs, mais tu peux pas changer leur dataset. T'sais, si t'es comme moi, je veux pas Reddit, je veux que ce soit la presse. Ils sont pas en train de regarder, ils vont pas t'écouter non nécessairement. Fait que, tu sais, c'est encore quelques personnes clés qui ont accès à c'est quoi qui sort, puis c'est quoi qui est influencé, puis comment est-ce que ça fonctionne. J'ai l'impression qu'on est trop far deep pour dire qu'on peut globalement décider de mettre un frein, mais peut-être que... Peut-être, je sais pas. Mais il y a très foi en l'humanité. Mais moi, je pense que pas du tout. Mais l'amour va conquérir tout. L'amour va... Joyeux Noël. Joyeux Noël, c'est la fin. Non. Mais on a-tu répondu aux leaders mondiaux, dans le fond? Qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Ben, je sais pas ce qu'ils vont faire.
Trudeau. Non, mais je pense qu'on a répondu. Je pense que. Il y a une inquiétude généralisée, oui, ça c'est sûr. C'est Terminator 2 avec. C'est bon ce film-là. C'était ça le but du podcast? Non, c'était pas le but. Ah, fuck. Fait qu'on va passer à la dernière question. La dernière question, c'est comment imaginez-vous un futur idéal avec l'intelligence artificielle? Wow. Ça, c'est une belle question optimiste après cette réponse très... C'était-tu dark, notre podcast, à date? Non, je pense que c'était juste le bon ton. L'avant-dernière question qui était très dark, mais encore une fois, nous ne sommes pas des experts, fait qu'on on dit ce qu'on pense, puis on fait des hypothèses, c'est ça? Ouais. Fait que, ouais, toi, Yannick, comment tu imagines un futur idéal avec l'intelligence artificielle après toutes ces choses? Là, t'as pas le droit de dire Terminator. Je peux plus en parler. Arrête d'en parler. Ni d'Isaac. Ni d'Isaac. Bon, ben... Isaac et Terminator, c'est non. OK. Ouf, ça va être dur. Ben moi, en tout cas, j'aime aller dans l'angle optimiste de la chose puis penser qu'on est capable de continuer de développer cet outil puis de peut-être mitiger les risques pour l'humanité puis de juste vraiment utiliser au maximum le potentiel bénéfique. Puis, ouais, amélioration de la qualité de vie, amélioration des conditions de travail. Je pense qu'on est capable de mettre ça en place pour que peut-être qu'on travaille moins, tu sais, on parle la semaine de 4 jours, ça n'aurait jamais été possible dans le temps, c'était des semaines de 7 jours, là, tu sais, puis là, on a des semaines de 5 jours, puis on parle de moins. Je trouve ça vraiment intéressant de se dire peut-être qu'on travaille moins en tant qu'humain, puis peut-être qu'on trouve une façon d'avoir une économie saine malgré le fait. Puis je pense que c'est très possible, je suis pas fort en finance ou en économie, mais je pense qu'il y a moyen de le faire, puis ouais, c'est ça, de passer plus de temps en famille, focuser plus sur nous, nos émotions, puis de prendre cet outil-là, puis de le mettre à notre service pour en bénéficier le plus, puis pas juste, tu sais, financièrement ou d'un point de vue, tu sais, nous débloquer plus de temps, mais tu sais, même pour l'écologie, pour la planète, je pense qu'il y a vraiment de quoi à faire qui peut être intéressant, puis... Ce serait quoi un exemple concret pour l'écologie, pour la planète? Ben, moi, tu me prends dépourvu. J'ai pas nécessairement d'exemple, mais j'ai l'impression que si on peut streamline certains processus ou ouais, juste réduire les coûts de certains matériaux qui sont possiblement mieux pour l'environnement, mais qu'en ce moment, on n'est pas capable parce que ça coûte trop cher. Fait que la masse des gens ne vont pas l'acheter. Mais tu sais, juste trouver des façons où, tu sais, même, un exemple ultra de base, mais tu sais, juste le tri des déchets, c'est une autre job assez ingrate qui, je pense, n'est pas super le fun. Mais tu sais, si ton camion de vidange se conduit tout seul, si après ça, il trie automatiquement tes déchets, il détecte c'est quoi, tu sais, c'est de base, mais c'est des petits trucs comme ça qu'on peut faire à droite puis à gauche en utilisant des outils de AI qui feraient en sorte que ben, peut-être qu'on aurait moins d'impact sur l'environnement puis qu'on peut continuer d'exister sur cette planète-là sans l'endommager autant puis juste d'être plus confortable, de moins travailler, de mettre en place un Universal Basic Income. Là, je pense que le decision making ou la stratégie doit rester dans les mains de l'humain juste parce qu'on se fait confiance. Puis autant l'AI peut être intelligent, autant je pense pas qu'il peut être comme nous, tu sais. Mais ouais, de nous aider puis de faciliter nos vies. Je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Là. Moi aussi, je vois ça, on dirait, super optimiste. Même si on est allé dark tantôt, moi, je vois ça vraiment comme un outil, comme tous les outils dans l'évolution technologique dans les dernières décennies. Là. Je vois vraiment ça comme quelque chose qui va nous leverage en tant que professionnel, puis même dans nos vies personnelles. Fait que moi, je suis super optimiste. Ouais. Toi, Pierre? Pareil. Puis j'ai même un peu foi envers les gens qui sont en train de bâtir ces outils-là. J'ai l'impression que c'est ça leur objectif. Ils ne sont pas en train de se dire comme comment est-ce qu'on va tuer l'humanité. Non, j'espère Let's que go, non. on se lève le matin puis on va faire un outil. Ou juste devenir ultra riche quand tout le monde genre rampe à terre. Si quelqu'un de OpenAI nous écoute, on a foi en lui. J'ai un peu ce gut feeling-là que les gens ont plus le positif de la chose en tête, puis qui vont tout faire pour que ça soit un outil, puis une extension de nous, un peu comme nos téléphones le sont. Ouais. C'est un outil, une extension de nous, est-ce qu'on l'utilise pour avoir accès à de l'information, pour pouvoir faire des tâches plus rapidement. Puis l'AI s'enligne pour faire ça. Fait que let's go, faut l'utiliser. Faut être vite pour réagir. Du fait que c'est une techno qui est quand même nouvelle, c'est quand même une grosse révolution, puis il faut être capable de comprendre, regarder, rester à jour, puis bien l'utiliser. Je pense que c'est un peu si tu passes à côté, tu te mets un peu à risque. C'est ça qui est plate, peut-être, la chose, puis peut-être plate pour des gens qui sont moins exposés ou qui ont moins accès à cette info-là. Peut-être des générations plus vieilles ou même des gens qui ont moins accès à l'info. Et ça, je trouve ça un peu un risque. Et ultimement, à ce niveau-là, que c'est pas tout le monde qui va pouvoir rester à jour puis pouvoir prendre plein de bénéfices de cette techno-là.
Mais for sure, pour nous, dans notre business, au quotidien, dans notre entourage, je pense que ça va être un gros plus. Puis on va pouvoir faire des belles choses avec ça. Ce serait quoi votre truc, justement, ou juste vos conseils à quelqu'un qui veut se renseigner un peu plus, qui veut en apprendre davantage, qui est un peu plus... qui commence à se mouiller par rapport à l'intelligence artificielle? Tu lis le Journal de Montréal tous les Écoutez jours. nos podcasts. Non. OK, une vraie réponse. Non, mais je pense que écouter des podcasts là-dessus, c'est toujours une bonne chose. As-tu une référence? Moi, j'ai beaucoup écouté le podcast de la BBC sur ça, que je trouve intéressant, bien fait. C'est des petites capsules de 15 minutes, ça se prend bien. Puis c'est différents sujets, puis tu peux apprendre des nouveaux outils qui peuvent t'aider puis qui peuvent être pertinents. Puis tu sais, par rapport à notre question de comme est-ce que le AI va nous remplacer, je pense que c'est ça, l'important c'est de rester ouvert d'esprit, de rester... Renseigner. De se renseigner, d'écouter, d'utiliser les nouveaux outils. Puis de se rendre, de rester utile. Mais tu sais, on est déjà une génération qui, je pense, est reconnue pour justement se réinventer souvent par rapport à la même génération de nos parents. Là, si tu prends les programmeurs au début, c'était comme un langage, tu peux faire ça toute ta vie. Tu sais, nous, on change de langage aux 5 ans. Là. Fait que, tu sais, on est vraiment une génération qui se réinvente. Puis je pense qu'il faut garder ce mindset-là, d'être flexible, de se rendre utile, puis de voir venir ces nouveaux outils-là, puis les intégrer. Puis là, on parle au général. Tu sais, comme on parle d'individus, mais les entreprises doivent aussi faire le même exercice, vraiment. right? Puis c'est un peu ce qu'on voit avec nos clients. Il y a de plus en plus d'optimisation. Les outils AI sont disponibles, puis se retournent vers nous pour être capables de régler leurs problématiques plus rapidement, plus facilement. Fait que ça aussi, en tant qu'entreprise ou gestionnaire d'entreprise, tu peux pas... responsabilité. Tu as une responsabilité de regarder qu'est-ce qui peut être optimisé de ton côté dans puis ton entreprise, de le communiquer, puis ou travailler avec un partenaire qui est capable de faire l'utilisation du AI puis l'intégrer dans tes opérations. Je pense que c'est un peu core. Définitivement. Vraiment. Comme Michel. Ouais. On finit dessus sur Michel. C'est quoi Michel? Explique c'est quoi Michel. C'est quoi Michel? On fait un shout-out à Jérôme Kelly, par contre. Jérôme Kelly qui a développé Michel. Le nom vient de l'émission Le Cercle, qui est un reality show, right, de dating. Oui, avec Charles Lafortune. Oh, de dating. OK, non. De non, Circle. je pense pas que... il est peut-être là, mais il est plus un participant. Peu importe le nom, Nick. Fait que Michel, qui est comme je pense l'animatrice là, du cercle, en tout cas, est là pour comme aider les participants. Puis Jérôme, il avait créé Michel, qui est dans le fond, genre une intégration de ChatGPT qui, dans notre chat de compagnie, vient nous envoyer des messages ultra dark pour notre fête. Là. Fait qu'il avait connecté ça avec notre logiciel de RH pour savoir c'est quand la fête de tout le monde. Puis là, il envoyait des messages de bonne fête qui étaient tout le temps comme durant la Deuxième Guerre mondiale, à la même date, plein de monde sont morts. Puis là, c'était vraiment dark. Right? Puis là, on lui a demandé... En fait, on avait un hackathon, Third Bridge. Puis dans le hackathon, un des projets, c'était améliorer Michel. Puis genre, c'est quoi? Pousser les limites de Michel. Je pense que c'est ça le nom de leur projet. Puis c'est le projet qui a gagné. Puis là, maintenant, Michel fait plein de choses. Genre, dont te roaster. Dont me roaster non-stop. Je peux plus écrire dans le chat de compagnie sans me faire insulter. Ça, c'est mon feature préféré. Je suis vraiment le dindon de la farce. Puis, un des trucs que moi j'aime beaucoup, c'est que Michel, maintenant, est connecté à notre outil de feuille de temps. Elle va détecter les gens qui n'ont pas rentré leurs heures, puis elle les chicane à ma place. Ça, là, c'est du génie. Le AI... C'est petite optimisation qui aurait été faite manuelle. Sinon, avant... Ça te sauve du temps à toi. Ça me sauve énormément de temps. On regardait les feuilles de temps, puis on allait chicaner les personnes individuellement. Là, Michel... S'en occupe. Puis, hey, pas mal moins douce que moi. Ouais. Moi, c'était genre, hey, hihi, t'as oublié ta feuille de temps, semaine passée. Michel est genre, c'est inacceptable. Un renvoi est imminent. Ouais, vraiment pas douce. C'est pas moi qui l'ai programmé, fait que... Ouais. On remercie Jérôme pour cette innovation au sein de Third Bridge. Good job, Jérôme. On est super reconnaissants. C'est un bel exemple de comment utiliser et optimiser des processus avec l'AI. Ça peut paraître petit, mais ça sauve énormément de temps à un humain, puis Nick, il peut prendre ses compétences puis les mettre à profit ailleurs. MS qui devait checker le calendrier des fêtes à tous les jours, puis souhaiter bonne fête, puis demander, tu veux-tu qu'on t'envoie des beignes, un gâteau, whatever. Michel le fait pour elle. Wow. Merci, Michel. Good job, Michel. Sur ce... Oui, ça met fin à notre épisode sur le AI. Je pense qu'on a bien répondu à la question, est-ce qu'on va perdre nos jobs? Je pense que non. Puis sinon, on va vous souhaiter un joyeux Noël, puis on revient avec un autre épisode en 2024 cette fois-ci. En force en 2024, super. Yes. J'ai hâte. Merci les gars, bye bye. Bye bye.